Courneuve, Tarek Mami, journaliste, MAM, notre chroniqueur. Sabrina Sebaï, madame la députée de la 4e circonscription des Hauts-de-Seine sur France Maghreb 2. Alors vous, amis auditrices, auditeurs, bien vous avez peut-être des questions à poser à une députée qui nous fait l'honneur d'être là aujourd'hui, qui ne nous est pas inconnue évidemment. Sabrina Sebaï, ici sur France Maghreb 2, 01 40 33 9000. Je peux faire de la provocation ou pas? Commencez, oui. Bon. Madame la députée, vous savez que c'est grâce à Christophe Fro et LGF que vous avez été élu. Bon, vous faites du Cyril Hanouna là. Arrêtez. J'ai demandé l'autorisation. Hein. Ouais, c'est vrai, de faire de la provocation. Non. Alors Sabrina, si tu devais faire un petit bilan calmement de ces 6 premiers mois à l'Assemblée nationale, quel serait, enfin voilà, est-ce que tu peux nous dire un petit peu comment tu te sens 6 mois après t'être installé, avoir découvert un petit peu tout ce système que tu ne connaissais pas finalement. Maintenant voilà, t'es en haut de l'appareillage du système politique français. Aujourd'hui, c'est une institution importante qu'est l'Assemblée nationale parce que c'est là où on décide des lois finalement. Bah écoute, pour pas être trop long non plus, c'est une institution qui est extrêmement importante. En fait, tu te rends compte vraiment de l'importance de ce que tu votes parce que ça impacte directement finalement les Français dans leur quotidien. Quand on vote la levée du pass sanitaire ou la question du pouvoir d'achat ou vraiment tout ce qu'on a voté dernièrement ou pas voté d'ailleurs parce qu'on était en désaccord. Et puis surtout, moi ce que je peux dire, c'est qu'on apprend très très vite en réalité à travailler, à comprendre le fonctionnement de l'institution pour peu qu'on s'y intéresse un peu. On peut aussi très très vite vivre dans une bulle finalement à l'Assemblée en étant complètement déconnecté de la réalité de ce que vivent les uns et les autres. Et comment on fait justement pour pas être coupé de la réalité ? Et ben en fait il faut garder vraiment un équilibre avec sa famille, ses amis, avec le travail de circonscription, les associations et le travail de terrain. C'est extrêmement important parce que sinon vraiment on peut vivre du lundi au dimanche dans cette bulle de l'Assemblée nationale, on mange sur place, on dort sur place, on travaille sur place et finalement on voit personne d'autre et je trouve que c'est extrêmement dangereux parce qu'on n'a plus du tout le sens des réalités. Donc moi si voilà, le conseil à donner c'est je pense que tout le monde peut y arriver, c'est-à-dire quel que soit son parcours et d'où on part, on peut arriver à l'Assemblée nationale et porter des choses importantes. Moi je sais qu'il y a plein de combats que je voudrais porter et la question du 17 octobre en fait partie mais pas que. Moi j'ai été caissière à Carrefour pendant 5 ans, j'ai des collègues encore qui y sont et il y a plein de choses que je voudrais porter pour elles. Et puis, en fait, il faut y croire et en fait, tout le monde peut y arriver, tout le monde peut porter ses convictions jusqu'au bout. Comment ça se passe pour déposer un projet de loi, par exemple ? Une proposition de loi. Ouais, alors proposition de loi, en fait, tu as deux possibilités. C'est ce que tu as fait pour le 17 octobre, sur le 17 octobre, c'était un sujet que je connaissais déjà un peu, donc on y avait travaillé. Et donc, en fait, il faut trouver des députés qui sont d'accord pour signer avec toi. Et tu la déposes. Ensuite, il faut attendre qu'elle puisse être inscrite à l'ordre du jour, soit dans une niche parlementaire, donc des groupes politiques, puisque nous, on est dans l'opposition, donc il faut attendre qu'on ait notre niche. Soit tu peux avoir tout un travail de fond. Là, je suis en train de travailler sur la lutte contre l'obésité, par exemple. Et c'est une proposition de loi sur laquelle je travaille depuis plusieurs semaines, parce que j'auditionne beaucoup de scientifiques, de médecins, la CNAM, beaucoup d'acteurs qui travaillent sur la question de l'obésité pour justement construire avec eux un texte. Donc voilà, tu as 2 possibilités de travail. D'accord. Alors, ça consiste en quoi la proposition sur le 17 octobre ? Alors, la proposition le 17 octobre, comme c'est dans le cadre d'une niche d'opposition, c'est un texte qui est très très court et en fait, c'est 2 articles. Le premier, c'est reconnaissance de la répression sanglante du 17 octobre. Et le deuxième, c'est commémoration officielle, inscription à l'agenda des commémorations officielles en France pour que toutes les municipalités soient obligées de commémorer cette date. Donc voilà, c'est 2 articles avec un rappel historique des faits. Et on m'a beaucoup questionné sur pourquoi l'usage de répression et pas massacre. Mais en vrai, quand on avait commencé à travailler le texte au départ, on avait mis le mot massacre, mais on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas de qualificatif réellement juridique du terme de massacre parce que c'était génocide, en fait, le qualificatif. Donc on a été obligé pour que la loi ne soit pas retoquée au Conseil constitutionnel pour non compréhensible, parce qu'elle ne serait pas compréhensible, on a été obligé de mettre le terme répression qui, lui, représente un qualificatif juridique. T'as posé une question dans l'hémicycle, toi, en pleine séance de questions au gouvernement ? Oui, oui. Ta première, c'était adressé à qui ? C'était à la Première ministre et c'était sur la crise énergétique et l'augmentation des bailleurs sur les charges locatives. Donc avec une explosion des tarifs, avec certains bailleurs qui avaient fait des appels de plus de 800 € sur les quittances de loyer pour les locataires à Suresnes notamment. Et pas vrai. Azine Taibi, tu avais réagi, il me semble. Et j'ai posé une autre question sur la dissolution des groupuscules d'extrême droite suite à l'attaque sur la mairie de Stein. Ça, c'était pour Darmanin.
Oui, c'était pour Darmanin, mais il n'a pas répondu. Il n'a pas répondu. Et comment ça se passe, par exemple, quand on pose une question, c'est le groupe qui décide d'envoyer telle personne, faut la déposer avant la question, comment ça se passe? En fait, le mardi... C'est des questions un petit peu bêtes, mais que les gens veulent savoir. Hein. Ouais, nous, en fait, on s'organise, nous, le mardi matin. En général, on envoie un peu les questions sur lesquelles on voudrait réagir. Donc, en fait, Mais ça tourne, quoi, c'est pas toujours les mêmes. Ça tourne, c'est pas toujours les mêmes. Nous, on a fait le choix d'avoir toujours une question sur le fond, soit sur un sujet vraiment d'écologie ou de fond, plus une question en lien avec l'actualité, parce qu'en fait, en fonction de la taille du groupe, tu n'as pas le même nombre de questions. Ouais. Le groupe écolo n'en a que 2. Par exemple, LFI en a 4. Ah ouais. Donc, forcément, nous, ça restreint le choix. Donc, le mardi matin, en général, en réunion, on décide de manière démocratique dans le groupe quelles questions on retient et quel député pose les questions. Et on ne donne pas la question, mais juste le thème ou le sujet et à quel ministre on va la poser. D'accord. Écoutez, c'est parfait tout ça. Amine, t'as une question pour Sabrina? Non, pas précis. Enfin, pas pour le moment en tout cas. Mais Ouais. si, peut-être une question, mais j'ai peur qu'elle soit un peu fâcheuse. Vas-y, on est bien. Je veux pas l'embêter, mais on voit bien sur l'unité de la NUPS, notamment sur les questions Ça de m'arrange que tu la motion. poses, je voulais la Je la poser. pose parce que j'imaginais bien que tu avais envie de le faire. Bah, évidemment. Mais Tu me connais. c'est un sujet qu'on a beaucoup abordé ici et qu'on aborde régulièrement parce que les 49.3 se sont un peu succédés les uns derrière les autres. Et du coup, à chaque fois, on s'interrogeait de savoir comment cette unité de départ avec depuis l'élection législative jusqu'à la première motion déposée qui avait recueilli plus de 150 voix, donc la quasi-totalité de la NUPS, enfin la totalité de la NUPS, voire même quelques voix de non-inscrits. Comment aujourd'hui ça se passe dans cet intergroupe où on voit bien qu'il y a de moins en moins de solidarité sur les motions. J'imagine que tout le monde est en désaccord avec ces 49.3, mais comment est-ce que ce groupe qui est issu d'une réflexion et surtout qui avait volonté d'unir la gauche, parce que c'était ça l'objectif. Alors après, il y a ceux qui disent que c'est un accord électoral et ceux qui disent que c'est un accord politique. Moi, je crois qu'on était d'abord sur un accord électoral. Sur un accord électoral d'abord, plus qu'un accord politique, et c'est ce que je regrette le plus. Mais du coup, est-ce que ça peut durer encore comme ça pendant tout un quinquennat avec autant de d'effritement finalement? Alors, en fait, vraiment, moi, je pense qu'il faut dédramatiser ce qui se passe au niveau de la NUPES. Parce que je trouve qu'en fait, les médias, de manière générale, font énormément de focus à chaque fois qu'il y a un petit accroc ou un grain de sable dans le truc en disant « Attention, c'est la fin de la NUPES, ils vont se séparer, etc. etc. » La réalité, c'est que sur les motions de censure, nous, on avait dit, et certains groupes le partageaient, c'était qu'en fait, on n'était pas obligé de déposer une motion de censure à chaque 49.3. Si on prend, je crois que c'était à l'époque Michel Rocard qui avait fait 28 49.3, il n'y a eu que 5 motions de censure. Donc en fait, ce n'est pas automatique, il n'y a pas d'obligation. Nous, ce qu'on avait dit, c'était que la motion de censure permettait d'avoir un débat sur le fond politique, ce que ne permet pas le 49.3 puisque ça coupe le débat. À partir du moment où elle est déposée une fois sur un texte qui était le projet de loi de finances, une fois sur le projet de loi de financement de la sécurité sociale, nous, ce qu'on aurait souhaité, c'était de déposer une fois cette motion de censure pour le premier et pour le dernier 49.3. La France insoumise a une stratégie différente, qui est de dire à chaque 49.3, on dépose une motion de censure. En fait, sur le fond, on partage. Sur la méthode, on n'est pas d'accord. Mais ça, c'est pas grave, en réalité. On a le droit d'être en désaccord sur les méthodes. Sur les autres 49.3, s'il y en avait sur d'autres textes, je pense qu'il n'y aura aucun souci. Et la NUPES, dans son ensemble, signera et déposera une motion de censure. Ce qu'il faut, c'est éviter de banaliser la motion de censure à tel point que la première était hyper médiatisée et que tout le monde en parlait. Et au fur et à mesure, 8e, 9e, 10e, les gens, franchement, ils ont totalement décroché. Ça ne parlait plus à personne. Donc, il faut garder un peu faut sanctuariser un peu cette motion de censure pour qu'elle ait une importance politique et que ça soit un acte politique fort et pas une banalisation comme le 49.3. Et puis, je rappelle que sur les votes, on a bien sûr des votes différents. La NUPES, c'est une alliance de différentes organisations politiques qui n'ont pas les mêmes idées sur tout. Donc forcément, les votes ne seront pas similaires, mais c'est la même chose au sein de la majorité. Si on prend l'amendement qui avait été déposé par le MoDem sur les super-profits, on a 19 députés de La République En Marche qui l'ont voté. On a des députés Horizon qui l'ont voté, on a des députés LR qui l'ont voté et le MoDem qui l'a voté. On n'a pas dit « Attention, Renaissance s'effondre, c'est la catastrophe, c'est la guerre entre eux ». Personne ne l'a dit. Et pourtant, ils ont voté différemment. Ils ont voté différemment sur d'autres textes. Donc, il ne faut pas faire en fait d'un non-événement du fait qu'on ait des stratégies différentes ou certains positionnements politiques différents
le fait que la NUPES ne fonctionne plus. Je pense que ce n'est pas vrai. Et par ailleurs, la NUPES fonctionne, c'est-à-dire que la coordination se réunit toutes les semaines et il y a un vrai travail avec tous les groupes politiques de la NUPES. Mais du coup, une autre question me vient à l'esprit. Si on ne dépose pas de motion de censure au moment où il y a un 49.3, de quelle manière est-ce qu'on montre son opposition à l'Assemblée nationale ? Mais on l'a déjà fait parce que les 49.3 qui ont été déposés ont tous été déposés sur le même texte. En fait, oui, c'est parce qu'il à chaque fois, revient. Voilà. Bien sûr. En vrai, ils ont déposé un 49.3 sur la partie 1 du projet de loi de finances, sur la partie 2, sur la partie 3, quand il est revenu. C'est la même chose. Mis à part reprendre la parole lors d'une motion de censure pour redire ce qu'on a déjà dit à la première motion de censure, on n'apporte pas plus de débat. Moi, je pense qu'il faut les laisser continuer à se ridiculiser en posant des 49.3, y compris quand c'est pas nécessaire et quand on pourrait avoir des débats, ou alors montrer justement leur incohérence, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on vote des amendements qui sont gagnés, comme l'amendement sur la rénovation énergétique des logements, et là, tout de suite, on dégaine le 49.3. Donc ça montre aussi qu'ils ont peur finalement de cette démocratie, et je pense que c'est largement suffisant sans avoir besoin de redéposer systématiquement une motion de censure qui nous affaiblit en plus politiquement, parce que vous l'avez dit, à chaque fois, il y a de moins en moins de monde. En plus, la dernière, c'était quand même, je crois, un samedi, c'était le samedi 19 décembre, il y avait quasiment plus personne. Il faut aussi se rendre compte que les députés qui sont pas en région parisienne, en fait, ils rentrent chez eux. Dès le jeudi soir, en général, ils retournent en circonscription parce que le vendredi, ils ont plein d'événements. Donc forcément, ça facilite pas non plus la vie démocratique au sein de l'hémicycle. Et je pense que c'est ça aussi qu'il fallait éviter. Donc promis, prochain 49.3, enfin prochaine réforme en tout cas, réforme des il y retraites. aura une unité de la part des NUPES. Ah, mais c'est ce qui est certain, c'est que s'il y a un 49.3, soit sur les retraites, soit sur asile et immigration, je pense que la NUPES sera unie pour signer et déposer une motion de censure. Oui. Sabrina Sebaï, députée avec nous sur France Maghreb 2 aujourd'hui. Est-ce que tu as fait partie des signataires de ces gens de la LFI et de la NUPES, donc, qui ont demandé à ce que M. Capnin soit exclu? Non, mais c'était interne à LFI. C'est un peu sorti, mais ça a été globalement, c'était plutôt les jeunes insoumis qui ont sorti ce texte pour demander son exclusion. Nous, on avait été quand même, je pense que le groupe écologiste avait été assez clair au moment de cette affaire en disant que... Vous avez une autre affaire, vous, avec Bayou, par exemple. Oui, qui était différente, Oui, sur voilà. laquelle on a tout de suite mis en retrait Monsieur Bayou et qu'on a attendu le fait que l'enquête se déroule au sein de la cellule donc, du parti pour attendre de prendre une décision. Là, pour le coup, l'affaire Quatennens, c'est un peu différente puisqu'il y a une condamnation. Et donc, c'est vrai que le groupe écologiste, dès le début, avait dit qu'à partir du moment où il y avait une condamnation, il fallait prendre ses responsabilités. Donc maintenant que la direction des LFI décide de le suspendre 4 mois et de le réintégrer, c'est un peu incompréhensible, je l'avoue, de notre côté. Bon, c'est pas la décision que nous, on aurait prise. D'accord. Très clairement. Bon, t'as été en Algérie avec le président Macron? Oui, Oui. tout à fait. Tu regardes quel souvenir de ce bien. voyage? Bah, c'était très rapide, 3 jours pour faire Alger-Oran. D'ailleurs, j'ai rencontré Monsieur Mami lors de cette délégation. Donc, énormément de monde, des annonces sur la question mémorielle notamment, des partenariats économiques, bien évidemment. Je pense que c'était d'ailleurs le cœur du voyage. C'était la question du gaz et des accords économiques. Il nous a dit qu'il n'était pas là pour ça. Un petit il peu nous aurait quand menti. même. Un petit peu quand même. Et donc voilà, je le disais, des annonces sur la question mémorielle et puis sur les visas, puisqu'il était très attendu sur la question des visas. Et ils viennent de débloquer en 2 temps, puisque d'abord, on augmente un petit peu, puis finalement, ils viennent de remettre les visas au même taux que ça l'était avant cette fameuse les crise 3 des pays, visas d'ailleurs. pour les 3 pays du Maghreb. Ouais, c'est ça. Bon, et ben Sabrina, je suis content de te voir en tout cas, et ça fait plaisir que... dernière question avant qu'on passe à nos sujets aujourd'hui d'actualité. Est-ce qu'il y a des choses comme ça que, au sein de ton activité professionnelle aujourd'hui, qui est donc députée, que tu as découvert et que tu ne soupçonnais pas auparavant? La salle de sport de l'Assemblée nationale, peut-être? Oh, elle est pas terrible. Ah, non mais vraiment, c'est une question sérieuse là. Est-ce qu'il y a des choses comme ça que tu disais, ah ouais, quand même, ça fonctionne comme ça, ou ah oui, ça se déroule de cette manière-là, il faut agir de telle manière pour obtenir telle chose. Voilà, il y a des choses que tu as apprises quand même sur le terrain, j'imagine. Ah bah on apprend, ce que je disais, on apprend énormément de choses quand on devient député. On apprend déjà le fond des textes, comment se construit un texte de loi, le travail avec les autres députés. Ouais. C'est long, ça demande du travail. Moi, j'avoue que je découvre aussi une institution qui a gardé une forme de
prestige très important, dans le sens où, moi, ce qui m'a marqué, c'est quand je suis arrivée, le premier jour, limite, les huissiers avaient déjà appris tous nos noms, ils nous connaissaient, ils étaient capables de donner nos noms, donc c'est quand même assez impressionnant de voir cette administration qui fonctionne au quotidien. Et puis, peut-être aussi ce que représente le statut de député pour énormément de monde, dont moi, je n'avais absolument pas conscience, y compris d'ailleurs auprès des préfets, des maires. Question plus personnelle, quelle a été la réaction de tes parents de voir leur fille rentrer à l'Assemblée nationale? Mes parents, ils étaient très, très fiers de cette entrée à l'Assemblée nationale, bien sûr. Je les ai invités, ils sont venus visiter. Ils ont été aussi très impressionnés par le Palais Bourbon et par tout ce qu'il y a autour. Donc, grande fierté, mais pas que mes parents, en réalité, une grande partie de ma famille qui me suit, même en Algérie, tu vois, sur mes activités. Donc, Ouais. Tu as fait partie de ceux qui ont proposé cette loi sur Israël et l'apartheid? Oui, j'ai signé et cette elle est devenue résolution. quoi, celle-là? Elle est déposée, c'est pareil, on attend qu'elle soit inscrite à l'ordre du jour pour pouvoir en débattre. Et Meyer, il t'a salué là-dessus? Non, je rappelle que le ministre de... Il va co-signer. Bien sûr, il a été l'un des premiers co-signataires d'ailleurs. Ouais, Meyer Non, Habib. pas du tout. Député d'Aknesset ou de la France? On sait pas On trop. sait plus, parce qu'autant On est un peu perdu avec lui. Ça a été compliqué parce que quand on a signé cette résolution, on a quand même été traité d'antisémite par de nombreuses personnes. Donc après, faut assumer, je pense, politiquement. Puis le terme d'apartheid, il a été, c'est des ONG qui ont fait un travail de terrain très sérieux et dont Amnesty International, qui reconnaît, qui dit que oui, aujourd'hui, il y a de l'apartheid qui est faite par le gouvernement israélien. Et je pense que ce débat devrait être sain en réalité. Et le fait de transformer toute prise d'opposition politique sur ce sujet en indiquant que les personnes qui prendraient position pour la Palestine, par exemple, seraient antisémites ou autres, je trouve que justement c'est extrêmement dangereux pour notre démocratie. Dans un instant... Christophe, juste sur les visas, moi je suis heureux de voir... J'ai la pub dans 2 secondes là. Alors si vous pouvez garder après la pub pour les visas, il n'y a pas de problème. Non, mais je reviendrai après la pub parce que je suis vraiment content de ce qui arrive aujourd'hui. Ah oui? Bon, on y reparle dans un instant. Tout de suite, on va parler de la recrudescence du Covid en Chine. On réouvre tout, mais le problème c'est que ça explose. À tout de suite. Hop, pub, on y va. Venez. Sabrina Sebaï, Tarek Mami, Imam sont avec nous aujourd'hui. 01 40 33 9000 les amis, pour venir parler avec nous, échanger, débattre ensemble. Tarek voulait nous parler des visas. Alors donc les visas, on est revenu à la normale. Voilà. Moi je veux vous parler des visas parce que Madame la députée à ma droite est dans son rôle de faire ce qu'elle a à faire à l'intérieur de l'Assemblée. Et moi j'ai estimé qu'en tant que journaliste représentant France Maghreb 2, faisant partie des délégations, j'allais dire des journalistes qui accompagnent le président à l'étranger, que je dois imposer ce sujet qui est complètement laissé de côté, pour ne pas dire ignoré, rejeté par mes collègues journalistes français. Et à dire c'est normal. Non, c'est pas normal. Bah si, non, la France, excusez-moi. C'est pas normal, Christophe, parce que quand on va au sommet de la francophonie et en Tunisie, l'Ukraine n'est pas le principal sujet. Et je me suis battu, je leur ai dit maintenant je vais la reposer après l'avoir posée à Alger, parce que l'Ukraine, venir à Djerba, où il fait 27 degrés, où tout le monde est heureux de voir ce président pour parler d'Ukraine, c'est un non-sens. Vous êtes libre de faire ce que vous avez fait, et j'ai posé ma question. Et donc la question à Alger, elle est sur le YouTube de la radio, cher Christophe, chères auditrices, chers auditeurs, elle portait sur le fait que des parents ne peuvent pas venir voir leurs enfants, leurs petits-enfants, qu'ils payent en gros, le montant n'a pas d'importance, mais en gros 200 €, et quand ils ne reçoivent pas le visa, ils ne sont pas remboursés de leurs 200 €, ce qui est injuste. Le président n'a pas répondu à côté, il a répondu un peu à côté, et puis en Tunisie, j'ai mis les pieds dans les plats, ou les plats dans les pieds, je ne sais même plus parce que j'étais énervé, et j'ai posé la question. Le plat dans les pieds, ça marche aussi. Ça peut marcher, hein, mais j'allais dire, j'étais énervé parce que les collègues voulaient parler d'Ukraine, et j'ai posé la question, cette fois 2 questions. Un, sur les visas et sur le fait que des personnes, je n'aime pas le mot de personnalité, mais des personnes installées chez eux et qui viennent pour des réunions de travail ou pour visiter des salons n'ont pas ce visa. Et surtout le deuxième, on était en plein sommet francophonie, cher Christophe. Vous venez dire francophonie. Le matin, vous déclarez que la francophonie est une sorte de voyage et vous fermez les portes des visas. Donc, les gens qui ont les moyens, ils n'iront plus en France, ils ne parleront plus français, ils auront parlé anglais. Et là, je pense que je l'ai titillé, il était 23h30, parce que tout le monde était fatigué. Et je renvoie les auditeurs à aller écouter la réponse du président
près de 8 minutes. Et à la fin, quand il n'avait plus d'arguments juridiques ou politiques, elle me dit les États maghrébins sont susceptibles. La France a aussi le droit d'être susceptible. Et on a fait ça par susceptibilité. Ouais. Et là, après, il est parti sur l'écologie et tout ça. Et quand on est parti, les journalistes français sont venus me voir, mes collègues, pour me dire vous l'avez poussé à bout. 7 minutes, nous, on attendait derrière pour qu'il reponte sur l'Ukraine. Mais là, on a compris quelque chose de visa. Et donc, je disais que Madame la députée fait son travail à l'Assemblée. Moi, j'estime que nous, journalistes, intellectuels, chanteurs, artistes, quand on a ces occasions de rencontrer le président de la République et de tous ces décideurs, nous ne devons pas penser perso à une carrière, je sais pas quoi. On doit aussi être porteur des idées que nous portons dans la vie. Oui. Est-ce que le président décide de tout, ce qui n'est pas sûr non plus? Oui. Hein, voilà. En définitive, oui. Parce que lui, il fait le calcul, il met dans la balance les rapports géostratégiques France-Maroc, France-Algérie, France-Tunisie, je ne veux parler que de la Tunisie. Demain, si la Tunisie tombe économiquement et socialement, il y aura une guerre civile. Et cette guerre civile en Tunisie, elle impactera l'Algérie, elle aggravera la situation au Liban. Et donc, qu'il le veuille ou pas, il faut qu'il stabilise la Tunisie, non pas en Tunisie. La situation en Libye, tu voulais dire? Non, en Tunisie. Si la Tunisie tombe aujourd'hui, elle est en train de tomber économiquement, et que la France ne fait pas ce qu'il faut pour soutenir, y compris au nombre de visas, de circulation et tout ça, l'effondrement de la Tunisie aggrave la crise en Libye. Et a des répercussions négatives sur l'Algérie. Et donc, vous voyez que vous partez des visas et vous arrivez à de la géostratégie dans l'intérêt de la France. Et donc, c'est pour ça que le président, lui, c'est pas Madame la ministre de la Colonna des Affaires étrangères, ni Monsieur le ministre de l'Intérieur, l'une au Maroc, l'autre en Algérie, qui a décidé de sa propre tête de dire on revient à la norme des visas. C'est le président de la République qui, on prépare le voyage, je dis vous pouvez aussi dire ça. Donc, le président, dans ce pays, on a un président qui décide de tout. Le roi. Oui. On l'a toujours appelé, il n'est pas le premier, depuis De Gaulle, on appelle ça le roi républicain. Ouais. La monarchie républicaine.